Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller discuter un petit peu plus en détail de l'expérience des fentes de Young et plus spécifiquement, on va parler de l'approche mathématique qu'il y a derrière. Pour plus d'informations, je vous invite à quand même aller lire les sections 6.2 et 6.3 de votre manuel, dans lesquels il y a un petit peu plus de détails intermédiaires, là, des justifications sur certains des éléments que je vais couvrir aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, section 6.3, c'est vraiment le cœur de ce dont on parle. Section 6.2, c'est un petit ajout là, de seulement... je pense que la section 6.2 au complet fait une demi-page. Donc voyons maintenant, qu'est-ce qu'on a comme situation? On revient à ce qu'on disait pour l'expérience des fentes de Young. Le principe de l'expérience, c'était que j'avais une source à gauche ici, qui devait être une source cohérente. Et qui était assez distante pour que mes fronts d'onde arrivent parallèles à ma surface. Donc, qui voyagent comme ça en direction de mes fentes. Lorsque mon onde ici va arriver aux deux petites fentes qu'on a créées, ici on a définitivement exagéré plein de paramètres sur mon dessin. Le premier étant mes fentes devraient être très très petites ici. Normalement, on essaie de les faire la largeur d'une pointe d'aiguille. Donc, lorsque mon onde va arriver ici, on disait, selon le principe de Huygens, chacun de mes deux points ici devrait agir comme une source. Donc, il devrait agir comme une source ponctuelle. Normalement, tous les points sur mon front d'onde ici agissaient également comme des sources. Donc, chacun venait me créer ici des fronts d'onde circulaires, mais il se trouve que la superposition de tous ces fronts d'onde circulaires-là me donnait un nouveau front d'onde plan. Mais lorsque mon front d'onde arrive à cette interface-là, tout à coup, il y a seulement le point à l'intérieur de ma fente qui peut me créer des fronts d'onde, et je vais avoir comme ça des fronts d'onde qui vont se créer à partir de mes deux sources. Et mes ondes vont se rendre partout sur mon écran qui est situé ici à gauche. Cet écran-là, on va considérer qu'il est à une distance L. Donc, on va juste tracer ici ça. La distance, ça correspond à L. On va généralement se tracer un axe horizontal. On va le mettre en pointillé ici. À partir duquel on mesure. Et on va avoir deux façons distinctes de mesurer la position que je regarde sur mon écran. Je vais soit pouvoir le regarder en fonction de Y. Donc, position. Je vais pouvoir regarder en Y. Ou je vais pouvoir regarder en fonction d'un angle. Donc ici, j'ai mes deux sources. Et si je regarde un point quelconque, si je prends un point ici, je vais regarder, ça va correspondre à l'endroit où qui va avoir reçu des rayons de mes deux sources. Peu importe le point auquel je m'intéresse, ce point-là va toujours recevoir une contribution de mes deux sources. Mes sources ne choisissent pas à quel endroit elles envoient leurs ondes. Les ondes vont toujours arriver partout sur ma surface. Au point où je suis ici, je vais pouvoir considérer que je suis à une hauteur Y. L'autre chose qui va m'intéresser, ça va être l'angle auquel je suis positionné par rapport au centre de mes fentes. Ici, il faut se rappeler que je suis dans une situation très très exagérée dans le dessin que je viens de faire. En réalité, je devrais avoir L une distance très grande. Je vais avoir L en général qui tend vers l'infini. Et je vais également avoir des fentes ici qui sont très très près. La distance entre mes fentes, qu'on va noter D ici, D va tendre vers 0. En général, je vais
noter ici, en dessous, parce qu'on commence à manquer de place là. Et plus que ça, en fait, quand on dit D très petit, là, pour avoir un effet, on va devoir considérer que D est de l'ordre de ma longueur d'onde. Si j'ai une distance beaucoup plus grande, j'observerai rien. Si j'ai une distance plus petite que ma longueur d'onde, je vais également avoir de la difficulté à observer de l'interférence. Et là, on va s'intéresser maintenant dans notre problème au lien entre mes différentes variables. Tout d'abord, on va regarder le lien entre θ et la position. C'est un des éléments les plus faciles à faire. On va commencer par là. Donc, si j'ai dans mon schéma mon axe horizontal pointillé qui est à une distance L et mon axe vertical qui est Y, et je vais avoir ça ici qui est en fait le parcours de mes rayons. Comme je vous disais, en général, mes deux sources sont pratiquement superposées, sont très très près l'une de l'autre. Pour une expérience comme ça, on va avoir des distances de l'ordre de quelques micromètres, là, et pas plus. Donc ici, je vais avoir mon angle θ. On va donc avoir que mon angle, la tangente de mon angle va être égale à Y sur L. Donc ce qu'on va vouloir être en mesure de déterminer ici, ça va être la relation de la position des maximums. Je peux déjà me donner, d'après le dessin, une bonne idée de ce qui va se passer. Si je me retrace quelque chose de semblable à ce qu'on avait en haut, je pars d'ici, je m'en vais avoir un point quelconque sur mon schéma, je pars d'ici, je vais avoir un point quelconque sur mon schéma. Dans la situation que j'ai ici, évidemment, je réinsiste là-dessus, dans la réalité, j'aurai une distance beaucoup plus grande ici, mais je vais pouvoir m'intéresser au tracé qui est ici et dire j'ai une certaine distance en haut, appelons ça distance H. En bas, au total, on aurait une distance H', mais la distance entre ce point-ci et ça ici, ça serait la même distance, ce serait la distance H, et ici, j'aurais une distance différente qu'on va noter delta. Donc, ce avec quoi je me retrouve, c'est deux distances équivalentes ici et la différence de parcours entre ma première et mon deuxième. Ça ici, c'est l'élément clé quand on veut regarder un problème d'interférence. Je vous en avais déjà parlé, on va toujours vouloir revenir à, d'une façon ou d'une autre, la différence de phase pour être capable de résoudre le problème. On avait dit aussi que lorsque ma différence de phase est égale à un multiple de 2π, où j'ai une interférence constructive, lorsque ma différence de phase est un multiple demi-entier, m plus une demi, fois 2π, j'avais de l'interférence destructive. Ici, on a une situation légèrement différente. Plutôt que d'avoir des différences de phase directement, j'ai des différences de parcours.
Je pourrais refaire le calcul, là, on l'avait vu dans la première section, mais c'est assez simple ici de déduire que si ma différence de marche ou ma différence de pas correspond à un multiple de la longueur d'onde, ben ça veut dire que mes ondes reviennent en phase et j'aurai de l'interférence constructive. Donc, si ici j'ai... je suis monté un petit peu trop haut. On va remonter, ok. Donc, je peux réécrire ces conditions-là avec mes nouvelles règles. Si delta est égal à un multiple de lambda, j'ai une interférence constructive. Et si delta est égal à m plus 1/2 fois lambda, bien j'aurai de l'interférence destructive. Ça ici, ça va être mes deux conditions. Avec ça, je peux maintenant revenir sur mon dessin et dire, ok, si ce qui m'intéresse, c'est la position des maxima minima, ce que je cherche à faire, c'est faire un lien entre ma variable delta et la position sur mon dessin. Et ici, notre lien va passer par l'angle qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, si je le retrace, l'angle normalement devrait être pris par rapport à l'axe horizontal, mais si je suis à une grande distance, je vais pouvoir considérer que cet angle-là, qui est par rapport à mon tracé horizontal, va être le même que l'angle que j'ai ici. Je vais me le noter à côté. Va être le même que celui-là ici. Vous pouvez aller regarder dans la section 6.3, c'est bien développé, mais l'idée maintenant va être que d'après la géométrie du problème, je vais me retracer un petit peu plus gros ici. J'ai un angle droit ici, j'ai ma variable delta, et j'ai mon angle θ. La distance ici entre mes deux points, ça correspond à D, c'est la distance entre mes deux fentes. Ça ici, c'est la différence de parcours entre mes deux ondes. Donc la distance parcourue, la distance supplémentaire parcourue par l'onde qui provient de ma source d'en bas versus celle d'en haut. Et θ, c'est l'angle par rapport à l'horizontale à laquelle mon point, le point que je regarde est. Parce que je peux tracer toujours mon schéma en fonction de l'angle ou en fonction de la position Y, si vous vous rappelez. Ici, ça veut dire, d'après mon triangle, je vais donc avoir la relation très simple que delta va être égal à D fois le sinus de θ. Et on peut maintenant mettre tout ça ensemble et dire, si je m'intéresse à la position de mes maxima, je veux avoir de l'interférence constructive. Donc, je veux avoir que delta est un multiple de lambda. Et là, si je veux, en général, je vais vouloir l'avoir en fonction de y. Donc, je vais venir chercher mon équation d'en haut. Donc, ici, j'avais également cette relation-là. Je peux mettre les deux en lien l'une avec l'autre et dire maintenant que delta, c'est égal à D fois sinus de θ. Et si je suis à une grande distance, donc, je reviens ici, si je suis à une grande distance entre ma source et mon écran, qui est ce qu'on regarde en général, et grande distance, ça n'a pas besoin d'être nécessairement une distance très grande. C'est une grande distance par rapport aux autres échelles de ce que je regarde, par rapport à ma longueur d'onde et par rapport à la distance entre mes deux sources. Si je suis à une grande distance, je vais pouvoir considérer que j'ai un petit angle
Et je vais dire, d'accord, j'ai sin θ qui est à peu près égal à θ. Et j'ai tan θ à peu près égal à θ. Donc ça nous simplifie pas mal les choses. J'ai donc mon sin θ ici et tan θ qui deviennent tous les deux θ à peu près égal à y sur L. Et ça, c'est delta à peu près égal à d fois θ. Et là, j'ai d fois y, d fois y sur L qui est égal à un entier fois la longueur d'onde. La dernière étape, je vais vouloir isoler là-dedans mon y et dire je peux faire la même démarche pour mes minima à la différence près que mon équation de départ va être m plus une demi fois lambda. Donc je vais trouver toujours d fois y sur la longueur fois m plus une demi fois lambda. Et donc y va être égal à m plus une demi fois lambda fois L sur D. Ici, vous pourriez partir des équations directement en bas, mais ce qui est particulièrement utile, c'est vraiment de retenir le raisonnement ici, de dire que si j'ai une différence de marche qui correspond à un nombre entier de longueurs d'onde, ça veut dire que mes ondes sont en phase et que j'ai de l'interférence constructive. Et si j'ai un nombre demi-entier, donc et si j'ai une longueur d'onde et demie, deux longueurs d'onde et demie de différence, bien, je me retrouve dans une situation où j'ai de l'interférence destructive. La dernière chose à regarder, c'est quels sont les différents cas qu'on peut observer en termes d'intensité. Bien, je vais avoir toujours une alternance entre mes maxima et mes minima qui correspondent. Ouais. Donc, je vais toujours avoir au centre une frange claire où j'ai différence de marche égale à 0. Ensuite, je vais avoir une première frange sombre. Je vais avoir une différence de marche correspondant à lambda sur 2. Suivi d'une nouvelle frange claire à delta égale lambda, suivi d'une nouvelle frange claire à delta égale 3 lambda sur 2, et ainsi de suite. Donc vous pouvez facilement déduire à partir de la position sur l'écran de la frange claire ou sombre, vous pouvez déduire quelle sera la réelle valeur de différence de pas. Si je suis à ma première frange sombre, que ce soit en haut ou en bas, ben je vais avoir nécessairement une différence de marche qui correspond à la moitié de la longueur d'onde. C'est la première différence pour laquelle je vais avoir une interférence destructive. Et la prochaine fois, ça va être lorsque j'ai une longueur d'onde de plus de différence, et ainsi de suite. Et je vais toujours pouvoir comme ça déterminer quelle est la valeur de déphasage ou la valeur de différence de marche à partir de la position sur l'écran. La dernière chose qu'on pourrait vouloir couvrir dans cette section-ci, c'est a trait à l'intensité lumineuse. C'est couvert dans votre cahier dans le Benson à la section 6.4, mais le raisonnement de base est assez simple. L'idée, c'est que mon intensité, comme pour l'intensité sonore, va être proportionnelle à l'amplitude de mon onde au carré. Et il se trouve qu'ici,
je vais avoir deux ondes qui vont chaque fois partir d'ici et se rendre à un point quelconque sur ma source. Sur mon écran, pardon. Donc, si mes ondes ont une différence de phase, donc ici, de toute façon, ce qui va m'intéresser, c'est l'amplitude. Et on avait vu dans la section 2 que lorsque j'ajoute deux ondes l'une avec l'autre, mon amplitude totale, mon amplitude de l'onde résultante, allait être égale à 2 fois l'amplitude fois le cosinus de la demi-différence de phase. C'est le résultat qu'on va utiliser ici. Si mon amplitude dépend de la différence de phase, ben nécessairement mon intensité va dépendre de la différence de phase. Donc ce que je vais vouloir déterminer ici, ça va être l'intensité sur l'intensité maximale. Mon intensité maximale, je sais que ça va être à cet endroit-ci. Je suis au centre, je suis parfaitement en phase. Et juste d'un point de vue physique, je me doute que lorsque je vais m'éloigner, ben, je vais avoir différentes contributions qui vont faire que mon interférence va être de moins en moins efficace. Donc ici, c'est ce que je vais considérer comme mon Imax. Et ça va être 2 fois l'amplitude fois mon cosinus de delta phi sur 2. Donc ici, je vais avoir des termes qui vont pouvoir s'éliminer, notamment mon 2A avec mon 2A. Et je vais rester avec le fait que mon intensité sur mon intensité maximale va être égale au cosinus carré de delta phi sur 2, ou encore la forme isolée là, où on a à la place notre Imax ici. On aurait également pu, dans cette section-ci, regarder et comparer non pas I avec Imax, mais I avec l'intensité de l'onde incidente. La démarche est faite dans votre cahier et n'est pas particulièrement plus compliquée. Simplement, on va remplacer ici Imax par l'intensité de l'onde incidente et on va pouvoir trouver un rapport différent. On va trouver un rapport de 4 plutôt que simplement le cosinus. On aurait I égale 4 fois l'angle incident et il va falloir considérer encore une fois le déphasage.